Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Podcast, pas vraiment un podcast mon cher Ross, puisque nous inaugurons un nouveau format, je veux dire un nouveau concept, on va quand même se calmer, un nouveau format. Visionnaire. Visionnaire, exactement. Puisque là, on va s'intéresser au Daghestan et plus particulièrement à tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette avalanche de talents daguestanais en MMA. Ouais, et Dagestanais, dans une plus grande mesure aussi, il y a aussi des Tchétchènes, on parle de Khamzat Chimaev, et il y a aussi pas mal de combattants tchétchènes qui ont brillé sur les scènes internationales, mais effectivement, il y a quand même, et géorgiens aussi récemment, avec des potes de Khamzat d'ailleurs, mais plus généralement, c'est quand même les Dagestanais qui ont tout explosé ces dernières années, et on va s'intéresser à comment ça se fait que cette région, cette république de la Fédération de Russie ait autant explosé sur la scène internationale. Et oui, et plus particulièrement, donc, la semi-autonome république du Daghestan, donc avec Russ qui a fait un travail de recherche absolument monstrueux. Non, je ne dis pas ça parce qu'il est juste avec moi. moi. Mais faut pas dire ça parce que si jamais... Non, ouais. Mais en tout cas, on a travaillé. Oui, et n'hésitez pas à nous shotgun en commentaire si jamais Absolument. on a manqué 2 ou 3 choses. Parce Absolument. que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'avoir loupé, ou sinon, même vous avez peut-être été sur le terrain et vous avez peut-être des petites choses à nous apprendre. Donc, peut-être que vous êtes Dagestanais, tout exactement, simplement. vous êtes peut-être Dagestanais, tout simplement. Ouais. Alors oui, donc aujourd'hui, les deux visages du Daghestan, tout simplement, ce sont Khabib Nurmagomedov, qui va lentement, mais sûrement vers la place de plus grande de tous les temps MMA, et puis bien évidemment Abdulrashid Sadullaev, champion olympique en 2016, Jeux Olympiques 2016, lors desquels le Daghestan avait arraché 5 des 18 médailles possibles en lutte, rendez-vous compte, pour un pays de cette taille-là, et qui aujourd'hui, donc, Abdulrashid... Pardon ? Ah oui, enfin pour un pays de Russie, excusez-moi. Ouais. Et donc, j'ai perdu le fil. Putain. Et donc oui, Abdulrashid qui est maintenant monté dans la catégorie supérieure et qui aujourd'hui est 4 fois champion du monde. Et vous allez voir toute l'histoire de ce pays sportivement au niveau de la politique, mais au niveau de la géographie également. Donc on va commencer sans plus attendre par la partie géographique, parce que c'est là, ça va vous donner un petit peu des idées sur la situation du pays qui va être bien évidemment on va diviser ça en plusieurs parties. L'exposé de notre cher Ross qui va vous livrer une masterclass. Attention, pas de pression là. Ouais. On va commencer par la partie géographique, ensuite historique, politique, et enfin, bien évidemment, on ira sur la composante sportive qui, je pense, vous intéresse le plus. Alors, on va commencer par cette partie géographique. Ouais. En fait, ouais. Et la raison pour laquelle il y a plusieurs parties, c'est parce qu'en réalité, c'est toujours multifactoriel quand t'as quelque chose comme ça qui se passe et qui naît d'une république, au milieu d'un territoire où c'est assez complexe au niveau géopolitique, au niveau culturel, etc. Ça peut pas être que sportivement, parce qu'on va voir qu'il y a la composante sportive effectivement, mais voilà, comme tu l'as dit, il y a la raison pour laquelle on va un peu tout couvrir, c'est parce que tout a une importance en fait dans la naissance de l'explosion de ce sport dans le monde. Alors d'ailleurs, Daghestan, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oh là. Donc en fait, Daghestan, c'est du turco-perse, c'est Daghestan et c'est le pays des montagnes. Et en gros, alors du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un pays qui est extrêmement montagneux. Et déjà, ça dit beaucoup sur le caractère des gens là-bas. Parce que quand t'es dans un pays qui est composé essentiellement de trucs où t'es obligé de monter, descendre toute la journée, les métiers qui sont là-bas, par exemple la papaka, l'énorme chapeau de poil en fait que porte Khabib, c'est un hommage aux bergers du Daghestan et de cette région-là. Et déjà, ça veut dire quelque chose. Ce sont des montagnes, donc les caractères sont forts, ça développe les personnalités, etc. Ça développe aussi, physiquement, il faut être au point. Mais en plus de ça, voilà, des métiers comme ceux de berger, qui sont les métiers de la simplicité. C'est vraiment des valeurs et des traditions. C'est le travail dans toutes les conditions. Puisque c'est des montagnes, par essence, c'est pas un territoire qui est très fertile. Ça fait aussi que c'est difficile de dégager de la richesse, et c'est pour ça que le Daghestan est aussi une des régions les plus pauvres de Russie. Et il y a aussi le fait que, comme ce sont des montagnes, il y a une diversité, et en particulier au Daghestan, alors qu'effectivement il y a aussi d'autres régions du Caucase qui sont montagneuses, mais il n'y a pas autant de diversité ethnique. C'est-à-dire qu'en fait, là, au Daghestan, c'est, je sais plus combien, c'est genre une vingtaine, si ce n'est même plus, d'ethnies différentes, dont celle des Avars, qui est l'ethnie dominante au Daghestan, qui est l'ethnie de Khabib. Et en fait, c'est là où c'est vachement intéressant, c'est que comme c'est énormément de tribus et c'est très morcelé en fait, les clans, les tribus, les ethnies, tout est très morcelé, ce qui fait que ça n'a pas facilité du tout l'émergence d'un pouvoir central, mais de tout temps en fait. Et comme il n'y a pas eu de pouvoir central, en fait c'était énormément de guerres entre villages, de guerres entre clans, entre ethnies, entre tribus, et
ce qui fait qu'il n'y avait pas de shérif, pas de gouvernement qui pouvait entre guillemets maintenir l'ordre ou la sécurité de manière générale dans le pays. Et en fait, c'est là où c'est assez stylé, c'est que du coup, chaque village devait développer entre guillemets sa propre sécurité, et ce qui fait que tous les hommes devaient savoir se battre. Et non seulement tous les hommes devaient savoir se battre, mais en plus de ça, parce que si tu sais pas te battre et qu'il y a il y a des conflits interethniques ou interclaniques absolument tout le temps, tu sers à rien. Donc c'est une obligation historiquement pour les Daguestanais dans les villages de savoir se battre. En plus de ça, ça veut dire que l'honneur et la réputation, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement prégnant, parce que par exemple, l'honneur et la réputation, c'est ce qui fait que tu peux éviter de façon proactive des guerres entre clans et entre tribus. Et puis les conflits, oui. Ouais, c'est ça, et tu peux éviter des conflits, pardon. Et en plus de ça, l'éducation, c'est absolument capital, puisque si tu as des têtes brûlées dans un climat où ça peut partir à n'importe quel moment sans avoir de pouvoir central qui peut un peu calmer et aplanir tout ça, la moindre tête brûlée qui déclenche un conflit, ça peut être sanglant, d'où l'importance capitale de l'éducation au Daghestan. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans cette partie, la composante sportive, parce que oui, tout est lié. Tout est lié, c'est ce que Ross nous a pondu là. On a pas eu 17 sur 20 en mémoire pour rien. C'est vrai. Mais c'était pas sur ça. Mais... Alors, oui, ouais. Bien évidemment. Ensuite, il y a cette partie historique ouais. qui est aussi intimement liée au conflit, parce que vous allez voir que le Daghestan, malheureusement, a été quand même forgé par ces conflits. Ouais. En fait, le Daghestan, de toute façon, comme on vient de le dire, énormément de guerres interethniques, interclaniques, etc. Mais il y a aussi eu une énorme partie du Daghestan au 19e siècle qui a été l'invasion par l'armée impériale russe des régions du Caucase. Donc que ce soit Daghestan, que ce soit Tchétchénie, que ce soit un petit peu partout. Et au 19e siècle, tu as donc eu les Daghestaniens et tous les peuples du Caucase qui se sont défendus pour résister à l'empire russe. Et c'est quand même quelque chose de fort, parce que Ross vous l'a dit précédemment, quand même, c'est un pays où il y a énormément de conflits à l'intérieur. À l'intérieur même, et c'est là où c'est important, c'est que aussi, c'est l'islam qui va unifier toutes ces régions, et la Tchétchénie, le Daghestan, mais même un petit peu toute la région du Nord-Caucase, c'est l'islam qui va unifier tout ça pour résister entre guillemets à l'invasion de l'armée russe, de l'armée impériale russe. Et en fait, c'est ce qui est vachement intéressant, c'est que déjà c'est un peuple résistant. Et le truc, c'est que de toute manière, quand t'as un peuple dont une des pages les plus importantes de son histoire, c'est résister à un envahisseur beaucoup plus important au niveau du nombre, technologiquement, au niveau de la puissance, c'est pas pour rien qu'on les appelle les Spartiates du Caucase. C'est vraiment que tu résistes à quelqu'un alors que la situation est particulièrement défavorable. On savait déjà par le fait que ce sont des montagnes, comme on l'a dit, etc., que de toute façon, et par la culture, c'est un peuple qui est extrêmement fort au niveau, du développement des personnalités, au niveau physique, etc., et des traditions. Et en plus de ça, quand t'es un peuple résistant, tu développes une espèce de tradition du combat, parce que t'es obligé. Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est qu'une des figures qui est révérée au Daghestan, aujourd'hui encore, c'est l'imam Shamil. Et c'est le résistant, la figure de résistance révérée au Daghestan. Il a aidé le Daghestan à résister de 1834 pendant 25 ans jusqu'à 1859. Et donc, une des figures emblématique du Daghestan à laquelle s'identifient même encore aujourd'hui pas mal de gens, c'est un résistant, c'est l'imam Shamil. Donc tout converge vers une culture entre guillemets guerrière, une culture du combat. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Une culture, c'est devenu célèbre autour du monde, l'imam Shamil, pour ses actes de résistance, et c'est une figure qui est donc paternelle et héroïque, en plus du fait que ce soit une culture, comme on le verra, masculine. Voilà, entre guillemets, ça fait une culture qui est particulièrement forte au niveau des valeurs martiales, quoi. Qui n'est pas sans rappeler Rust. Bien, on va passer maintenant à la partie politique. Parce que là aussi, vous allez voir que tout est lié justement, cette partie politique qui met énormément le sport, bien évidemment, en exergue, et vous le verrez ensuite dans la partie composante sportive, où l'on s'intéressera vraiment au monde professionnel. Mais donc, c'est vrai que la politique au Daghestan, où clairement les conditions ne sont pas idéales, ça n'a rien à voir avec les pays développés, ou par exemple la France, mais où le sport a une partie très importante. C'est même crucial, c'est même capital. En fait, c'est même au-delà de tout ça, puisque en fait au Daghestan, il y a énormément d'insurgences, beaucoup d'insurgés islamistes qui perpétuent énormément d'attentats. C'est quand même chaud. C'est pas nécessairement autant la guerre
comme ça l'est par exemple en Tchétchénie, puisque la Tchétchénie c'est encore très 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 récent. Il y a eu les 2 guerres de Tchétchénie. Alors il me semble la première est de 94-96, la deuxième est dans les années 2000, il me semble enfin en 99. C'est donc pas la guerre comme ça l'était en Tchétchénie, mais en revanche c'est extrêmement chaud au niveau du climat. Exactement. Puisque tu as effectivement pas mal d'attentats, pas mal de... D'ailleurs, en fait, on dit généralement aux jeunes, on dit à propos des jeunes qui sont désœuvrés et qui rentrent dans les rangs des insurgés islamistes, qui rentrent, on appelle ça rentrer dans la forêt, il me semble. Et pour éviter ça, pour éviter l'embrigadement des jeunes parmi les troupes qui vont perpétuer les attentats, etc., la lutte et le sport, c'est un moyen de contrôler les masses. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est Adam Saïtiev, qui est une légende parmi les légendes, qui dit au Daghestan, la lutte est un moyen de contrôler les masses. Mais c'est parce qu'en fait, ça permet d'empêcher, parce que ce sont des valeurs, mais quand ça leur donne une direction, parce que comme on va le voir aussi, tu peux devenir un peu comme le foot. Bon, bah, en France, c'est le football. Quand c'est un peu compliqué, que tu viens de milieux défavorisés, bah, le foot, ça peut être un moyen de t'en sortir. Ascenseur social, parce que tu deviens une personnalité extrêmement reconnue, tu gagnes beaucoup d'argent. Au Daghestan, c'est la lutte. La lutte et les sports de combat en général maintenant. Et c'est pour ça que ça devient, entre guillemets, l'extrême opposé, puisque la jeunesse extrêmement désœuvrée, on aurait pu commencer par dire que le taux de chômage est extrêmement fort. C'est une région de terre, on l'a dit, c'est une région extrêmement pauvre, les terres sont non cultivables. Il y a un extrêmement fort taux de chômage. Alors c'est 13% selon les Nations Unies. Il y a d'autres panels d'experts, on mettra les sources, qui disent que ça peut être jusqu'à 20%. Et dans le district, par exemple, d'où vient Khabib Nurmagomedov, le district de Tsumadinsky, c'est apparemment à 80% de taux de chômage. Et donc c'est ce qui pousse les jeunes à partir pour trouver des situations où la vie sera meilleure, plus favorable, mais voilà, quand ils vont que ce soit à Makashkala, à la capitale, c'est pas pour autant qu'ils vont directement réussir à s'en sortir. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement laborieux, il faut se battre vraiment, même dans ces cas-là, pour réussir à survivre et à dégager un loyer, à dégager une vie entre guillemets. Et donc voilà, ça pousse ce fort taux de chômage et ces conditions incertaines. Les jeunes, ça les pousse à bouger, à trouver une nouvelle vie, quel qu'en soit le moyen. Et un peu comme en Thaïlande, enfin comme on vient de le dire, la lutte, c'est le moyen de s'en sortir le plus facile. Alors pas du tout du point de vue physique, du point de vue discipline demandée, du point de vue mentalement, psychologiquement, c'est pas du tout la plus facile, mais entre guillemets, c'est la plus celle qui est la plus simple entre guillemets. Tu sais que c'est comme ça que tu peux t'en sortir. C'est-à-dire que c'est une évidence pour tous. Et puis surtout, la lutte par rapport à d'autres sports, et notamment au Daghestan, comme vous avez pu le voir là, dans ce Kadyrov, qui est un pays quand même très pauvre, le grand avantage, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'argent pour faire de la lutte, et que là-bas, c'est vu aussi comme une sorte de garderie plus, parce que les parents qui vont au travail laissent leurs enfants quasiment toute la journée là-bas, avec un coach qui prend la place, vous l'avez bien vu avec Abdulmanap, mais on en reparlera dans la dernière partie, qui est vu comme un mentor et qui va aussi servir de relais aux parents pour éduquer les enfants. Exactement, parce qu'on le verra, comme tu l'as dit à la fin, dans la dernière partie, mais quand tu es dans une école de lutte, ils te font aussi ton éducation. Ils te font devenir un homme, entre guillemets. Ce sont les mots, par exemple, d'Abdulmanap, le père de Khabib, comme on le verra plus tard. Mais effectivement, et puis en plus, comme il y a l'État non seulement la République du Daghestan ne s'y trompe pas, mais l'État même fédéral, la Russie ne s'y trompe pas non plus. Elle sait que comme c'est un moyen de contrôler les masses, c'est un moyen de limiter le nombre de jeunes, parce que ce sont énormément de jeunes évidemment, qui quand ils sont désœuvrés, qui rejoignent les rangs des insurgés, et ben en fait t'as des programmes financés par l'État fédéral et par la République de Russie pour développer ces écoles de lutte, pour développer le sport au Daghestan, ce qui fait que quand t'es un jeune au Daghestan, déjà, de toute façon, c'est dans la culture, on va le voir, tu es obligé de faire de la lutte. Il n'y a pas un gamin au Daghestan, en tout cas un homme, qui ne fait pas de lutte. Et parce que de toute façon, c'est énormément poussé par l'État et par la République. Parce qu'ils savent que, au risque de nous répéter, même si en plus du fait que ce soit un sport accessible par essence, c'est un moyen de contrôler les jeunes. Et puis surtout, c'est dans tes états, ça. Ça. Non, et puis surtout, je ne sais pas si Rust va vous en parler plus tard, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un système, pour parler d'ascenseur social, où justement, au niveau politique, il n'est pas obligatoire justement de percer au niveau professionnel pour pouvoir ensuite avoir une situation, parce que la plupart de ceux qui vont faire de la lutte vont ensuite soit devenir coach, ou soit pouvoir avoir des emplois
au niveau du sport ou même politique, mais là on va prendre par exemple tout le haut du panier qui est Boubacar Setiev, donc 6 fois champion du monde, 3 fois champion olympique, vu comme le plus grand de tous les temps en lutte, ou sinon l'un des plus grands, qui aujourd'hui est député au Daghestan. Ouais. Et d'ailleurs c'est un de ceux qui a dit effectivement que c'est la lutte et le sport en général qui empêche les jeunes de rejoindre en masse les rangs des insurgés. Donc c'est vraiment une problématique qui est c'est capital en fait. Le sport au Daghestan, c'est pas que du sport. C'est absolument capital dans l'éducation des jeunes. Donc voilà. Et avant de parler sport, il y a cette partie culturelle. Donc là, vous avez bien vu, on a un petit peu parlé de cette culture daghestanaise, mais avant ça, avant de mettre une petite pièce dans la machine Rust, j'aimerais commencer par une citation, une citation assez longue, quand même, de Slade, qui est réalisateur du documentaire Russian Fight Factory, qui avait donné dans une interview accordée à MMA Fighting. Il avait passé quelques temps auprès des Dagestanais, et voilà ce qu'il nous disait. Alors, j'aime penser que je suis en forme physiquement, mais ce que font ces gars-là, c'est un autre niveau. Avec les gars du MMA en montagne, nous nous réveillons vers 6h30 ou 7h du matin, juste au lever du soleil. Dès que nous nous levons, boum, nous courons entre 1,6 et 3,2 km sur un terrain accidenté dans les montagnes. Il y a de la glace, ces types courent sur la glace, les pieds plongés dans l'eau glacée. Ensuite, ils reviennent et font des pattes d'ours pendant environ 1 heure. Puis, nous prenons le petit déjeuner. Ensuite, nous faisons une sieste. Après nous être réveillés de la sieste, nous faisons une randonnée de 3 ou 5 km sur la montagne, des montées raides, puis nous luttons lorsque nous arrivons au sommet de la montagne. Ces mecs veulent juste combattre tout le temps. Je pensais légitimement que j'étais dans Rocky 4. Mais tu vois, c'est là où c'est fou, et on aurait presque pu cette citation-là la mettre au début quand on a parlé de la géographie, mais c'est mieux qu'elle soit que soit dans la culture. Mais tout est dit en fait. Quand on disait que ce sont des montagnes, que ce sont ce sont des villages, c'est très morcelé au niveau des clans, etc. Et ce qui forge les caractères, voilà, ça donne des gars qui sont comme ça. C'est-à-dire que même c'est un autre niveau de focus. Mais c'est ça. C'est pas vous allez faire votre sport à 16h30 et ça se termine à 18h30. C'est ça. Pour eux c'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie que d'être dans le dur tout le temps. C'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie que de se dépasser continuellement. C'est une hygiène de vie, un mode de vie que d'aller dans les montagnes, parce que de toute façon t'as pas le choix, il y a que ça, et que de te dépasser constamment, de grinder. Le terme, faudrait trouver un terme français pour ça, mais grinder. Ouais, grinder, ouais. Voilà, mais c'est la rusticité. Exactement. C'est parfait. C'est vraiment la définition même de la rusticité. C'est exactement ça. Et, mais faut vraiment mettre l'accent là-dessus, sur ce que tu viens de dire. C'est donc des enfants. Marius, cher Aton. Exactement. De toute façon, quand t'es dans les forces armées, forces spéciales, généralement. Mais voilà. C'est des enfants qui sont élevés dans un environnement comme celui que tu viens de décrire. Et c'est pas du tout pour mettre des tacles à la jeunesse française, ou c'est pas ça, on n'est pas là pour ça. Mais c'est une autre culture, tu vois. C'est vraiment une autre culture. C'est la manière de ce qu'il y a à Cuba avec la boxe, par exemple. C'est ça. La lutte aussi. C'est tout un système qui est orienté autour du sport. C'est un autre monde, quoi. Exactement. C'est vraiment un autre monde. Donc, quand t'as des gamins qui sont forgés dans cette atmosphère, évidemment que ce sera pas la même chose quand tu développes un pays entier, une république, une région développée entièrement avec des gamins nés comme ça. Voilà, il y a pas de hasard non plus, quoi. Mais donc voilà, effectivement, comme tu l'as amorcé, de cette manière, c'est un endroit violent dans lequel il y a une culture du combat. Et quand on dit c'est un endroit violent, c'est que donc quand t'es enfant, non seulement tu fais de la lutte, mais comme on l'a dit, c'est très pauvre. On va pas revenir sur tout ça, mais ça crée un terreau qui fait que de toute façon, quand t'es enfant, même dans la rue, dans la street, dans la ZER, t'es obligé de te battre en fait. Exactement. Et ça, il n'y a pas un Dagestanais qui est né au Daghestan et qui a vécu pendant toute sa jeunesse, qui vous dira pas ça, qui vous dira pas. De toute façon, les street fights, c'est même pas grave, c'est la routine, en fait. Donc, en plus de ça, tu développes une culture dans ces cas-là, c'est pas nécessairement une culture, mais tu développes vraiment une habitude. Une habitude de toute façon, tu vas devoir te défendre, tu vas devoir savoir te battre, utiliser tes poings à main nue. Enfin, tes poings nus, c'est obligé. C'est même pas, même pour, même pour les parents, c'est pas, quand le gamin revient le soir et qu'il s'est battu dans la rue, c'est pas, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, bon, si tu t'es pris un œil au beurre noir, la prochaine fois, défends-toi mieux, tu vois. Donc, voilà. On va pas répéter, parce que de toute façon, sinon on va passer notre temps à répéter ça, mais faut vraiment se mettre dans la tête que c'est un état d'esprit au niveau des familles, au niveau qui est
totalement différent de celui que nous on connaît en Occident. Au début, par exemple, du XXe siècle, il y avait déjà eu les guerres effectivement avec l'Empire russe, ce qui fait qu'il y avait donc déjà eu une rencontre entre la culture de l'Empire russe et la culture aussi des pays du Nord-Caucase, et tous les chroniqueurs russes et ottomans disaient, ils notaient tous qu'il y avait un exceptionnel potentiel de combattants chez les habitants du Nord-Caucase. C'est-à-dire que ça les choquait eux-mêmes en fait. Que quand ce sont des gars qui sont venus pourtant pour envahir, ça les a choqués à quel point les gars étaient de toute façon des combattants dans l'âme. Donc c'est voilà un peuple, on l'a dit encore une fois, fier et têtu. De toute façon tout ce qui est Daghestan, Tchétchénie, Ossétie, Ingouchie, de toute façon c'est le même panier en fait. Tout ça ils sont bâtis dans le même modèle. Place à la composante sportive, mon cher Rust, on avait une dernière partie sur l'aspect culturel. On peut aussi mettre un stress sur le fait que, et ça on l'a pas encore dit, que la famille supporte ça, mais dans le sens, lorsque tu deviens combattant professionnel, toute la famille te suit. C'est-à-dire que quand tu dis que tu veux devenir lutteur pro, quand tu dis que tu veux devenir combattant de MMA pro, toute la famille est derrière toi. Ça ne forme qu'un en fait. C'est le projet d'une famille que lorsqu'un enfant veut devenir et développe cette volonté de vouloir devenir un athlète professionnel, un lutteur professionnel. Et là encore, parce qu'il y a des passerelles ensuite. Et voilà, et simplement pour finir là-dessus, même dans les clubs, alors ça pourrait faire partie du sportif, mais on peut le mettre aussi dans la culture un petit peu, c'est que même dans les clubs, par exemple à Makashkala, les Eagles MMA, le club donc de Feu Abdulmanap et de Khabib, il y a un article, je crois que c'est de Russia Beyond, où c'était un des chroniqueurs qui était allé dans une session mais random en plus, où il y avait donc des enfants qui s'entraînaient, et en gros le mec notait, alors avant 12 ans, t'as les casques obligatoires, par contre après 12 ans, et c'est juste 12 piges. 12 piges, t'es pas encore totalement développé, etc. Mais qu'à partir de 12 ans, plus de casque. Et en gros, les sparring, c'est full blast. Mais dans le sens, les gamins, ils y vont grosso modo, pour se buter, en fait. Et c'est normal. C'est-à-dire que même lorsque les parents sont là dans la salle, c'est ce que disait l'auteur de l'article, ton gamin, il est peut-être en train de se prendre un ground and pound de Golgoth par un autre gamin de 12 ou 13 piges. Et c'est normal, c'est-à-dire que personne ne bronche. Si l'entraîneur juge que c'est ok, c'est ok. Donc c'est vraiment, c'est spartiate quoi. C'est un autre niveau. Alors bien pour la composante sportive maintenant, pour vous rendre compte, ça aussi ça va être une petite introduction avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. De temps en temps, on nous reproche nos superlatifs peut-être, hein. On espère. Pour Khabib Nurmagomedov ou d'autres athlètes d'exception, mais rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'au Daghestan, Khabib, depuis sa victoire face à Conor McGregor, c'est bel et bien devenu un demi-dieu. Et ça, c'est pas... Oui, on devrait peut-être pas le dire comme ça, puisque, effectivement, lui-même étant musulman, exactement, dire que c'est un demi-dieu, ce serait mal vu. But. En tout cas, tout ce que les personnes sur place ont pu rapporter, on est vraiment à chaque fois avec ce terme-là de demi-dieu. Donc certes, il y a énormément d'athlètes qui disent non, je ne suis pas une icône, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais en tout cas, le rendu est tel que il ne peut plus aujourd'hui véritablement pouvoir s'arrêter en paix quand il est sur place. Ouais, c'est ça. Les gens le voient comme véritablement un mentor, un exemple. Il y a des posters immenses affichés partout. Ouais, voilà. C'est-à-dire que on est sur de la sémantique, donc théoriquement, tu ne peux pas, quand tu es musulman, dire que c'est ton idole ou que c'est un demi-dieu, mais voilà, on comprend tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une ferveur envers lui qui est c'est au-delà d'une star sportive, c'est au-delà de... Je veux dire, c'est le terme, si on veut, nous... Ouais, voilà, nous, en tant qu'occidentaux, clairement, pour nous, quand on observe ça, c'est vrai qu'on a l'impression, effectivement, qu'il est idolâtré, mais pas dans le sens mauvais du terme, quoi. Et puis, c'est plus noble que dire c'est une véritable superstar. Absolument, ouais, mais c'est vrai, en plus. Bon. Donc voilà, de toute façon, tu mets le stress dessus. Faut appeler un chat un chat. Faut appeler un chat un chat, et il est impossible qu'il n'y ait pas eu un avant et un après Khabib. C'est-à-dire que il a dû... ne serait-ce que pour les Américains, il a placé le Daghestan sur la carte du monde. Absolument. Et pour les Américains, pour tout l'Occident, enfin, de toute façon, il y a un bout de temps déjà que Daghestan et Tchétchénie, ça commençait à rimer sérieusement, même en Occident, avec combattants d'exception. Maintenant qu'il y a eu Khabib, mais en plus, tu vois, ça me fait un peu penser à, tu sais, quand il y a eu des marathons et que je sais plus combien de temps, tu vois, je suis tellement inculte au niveau de l'athlétisme, je sais même pas quels sont les temps de ouf au marathon, mais je sais qu'il y a eu une limite, je sais plus si c'était 2 heures ou un truc comme ça, et personne n'arrivait à passer, il y a quelques années, cette limite des 2 heures au marathon, parce qu'on se disait, en tout cas, il y avait une limite. Personne ne se disait que c'était possible, humainement, machin, et à partir du moment où t'as un gars
qui a réussi à passer sous cette limite temporelle lors de la réalisation Oui. de 40 km ou je sais plus trop quoi. Et ben en fait, t'as toute une flopée de gars derrière qui se sont dit ah bah c'est possible et qui l'ont fait en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça avec Khabib pour la jeunesse au Daghestan aussi. De toute façon, ça montait. De toute façon, la jeunesse, de toute façon, il y avait clairement un takeover, il y avait une vague, une marée de combattants du Caucase qui arrivait. Mais maintenant qu'il y a eu Khabib, qui est le premier, il me semble, champion musulman et en plus qui vient du Caucase, champion UFC. Là, je pense qu'il y aura eu un avant et un après parce que la manière dont il va booster, dont il va doper, dont il va influencer de façon hallucinante la jeunesse daghestanaise. Là, je pense qu'on s'imagine même pas ce que ça va causer en fait. C'est de la même manière que tu sais les Teddy Riner ou que de toute façon, t'as des personnalités qui sont capables ou Alexander Karelin pour les Russes de changer totalement vraiment tu sais de l'inertie, la direction d'une jeunesse dans sa totalité. Khabib, j'ai aucun doute, ce sera ça aussi. Et au-delà du fait qu'il inspire déjà ses coéquipiers, parce que les Makhachev, les Zabit, etc., qui sont pas ses coéquipiers pour Zabit, mais en tout cas des compatriotes pour le Daghestan. En KLF, voilà, pour eux maintenant, voilà, ça a été fait, il y a plus qu'à, tu vois. Et puis même du point de vue de l'UFC, donc ce sera le dernier point avant justement de s'intéresser vraiment à la partie sportive. C'est vrai qu'auparavant, les Russes et l'UFC n'étaient pas très bien vus. Russes, tout ce qui était russe, dagestanais, on va dire, ils n'avaient pas vraiment un moyen de se frayer un chemin vers le titre parce que c'est un sport, mais c'est aussi un business. Aujourd'hui, avec Khabib Nurmagomedov, qui est une véritable superstar, aujourd'hui, nous sommes à Abu Dhabi pour enregistrer ce podcast-là. On vient parce qu'il y a Khabib Nurmagomedov. Tous les médias du monde entier viennent parce qu'il y a Khabib. Son dernier combat contre Dustin Poirier a fait plus d'1 million de pay-per-view. Là, on s'attend encore à des records de ce côté-là. Et l'UFC a même organisé plusieurs événements maintenant depuis en Russie. Les combattants dagestanais sont très bien placés sur les cartes. Donc voilà, aujourd'hui, ça devient vraiment possible de se dire on peut être une star pour une organisation américaine destinée quasi exclusivement au marché nord-américain. Ouais. En étant dagestanais. En étant dagestanais, et c'est vrai que parce qu'il y a eu effectivement toute une période où c'était pas dit officiellement, mais quand t'étais russe, aller à l'UFC, c'était possible. Mais t'allais pas forcément être boosté et dopé de la même manière que les combattants américains, ce qui entre guillemets d'un point de vue marketing a du sens, c'est-à-dire que au-delà même boosté, c'est bien évidemment aidé, voilà, oui, ouais. Attention. Mais chargé. Ouais. Mais effectivement, en fait, bon, il y a déjà une composante marketing qui fait que de toute façon, les Américains ont tout intérêt à pousser leurs propres athlètes parce que ça vendra plus, ça créera plus d'argent, etc. pour eux, ce qui est logique. Il y avait aussi le fait que, au-delà même de politique, guerre froide, etc., parce qu'il y a quand même des rémanences, en plus de ça, les Russes n'achètent pas de pay-per-view et tout ça. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, puisque Khabib, il y a une telle ferveur, un tel engouement, une telle effervescence pour lui, que clairement maintenant voilà tu sais que en étant dagestanais tu peux largement avoir ta place à l'UFC et c'est vrai, t'as raison, ça joue énormément aussi. Toutes les portes sont ouvertes, même si t'es dagestanais, quoi. Alors, avançons maintenant. Avançons, et simplement, c'est voilà, et promis, ce sera ma dernière entre le sport et la culture, mais voilà, j'en profite juste pour placer la fameuse citation de Abdul Manap, qui résumait, en gros, les choses de cette manière. Les choses de cette manière, parce que donc, lors de l'ouverture du nouveau centre, c'était il y a 1 an, etc., de son tout nouveau truc, dernier cri, à Makashkala, Abdul Manap disait, lorsqu'on lui posait la question, alors qu'est-ce que doivent attendre les jeunes lorsqu'ils viennent dans votre entre guillemets, dans votre nouveau centre d'entraînement? Et Abdul Manap répond, ce sera une école à la dure. Les parents doivent savoir dans quel genre d'endroit ils envoient leurs enfants. Ici, ils deviendront des hommes et des défenseurs de leur pays. Enfin, voilà, c'est tradition, discipline, respect, voilà, enfin, là, on y est, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Et donc, Sportivement, parce que là, oui, voilà, c'est ça sans doute le plus impressionnant, je trouve, moi, avec le Daghestan, c'est qu'on n'est pas dans le cas d'un pays où vous avez un seul champion, tu vois, et qui va ensuite, finalement, ça va être l'arbre qui cache la forêt, parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué. Là, ils ont véritablement réussi, vous allez le voir sous l'impulsion, notamment d'Abdul Manap Nurmagomedov, et d'autres, bien évidemment, à construire une véritable armée de champions. Parce que aussi bien en freestyle wrestling que MMA, vous avez 2 gars là, Abdul Rashid bien évidemment et Khabib, qui sont en train d'écrire l'histoire de leur sport. Et de toute façon, puisque là, par exemple, de toute façon, on parle de lutte quand on parle de combattants au Daghestan, mais voilà, les statistiques, elles sont hallucinantes. Parce que entre 2000 et 2016, entre 2000 et 2016, par exemple, sur les 37 médailles qui ont été glanées par la Russie en lutte, 29 d'entre elles
provenaient de lutteurs du Nord-Caucase. Et c'est quelque chose qui est en plus de plus en plus prégnant, c'est-à-dire que en 2000, par exemple, c'était 5 des 9 médailles russes. En 2004, 6 des 9 médailles russes. En 2008, toutes les 10 médailles russes étaient des lutteurs provenant du Nord-Caucase. Et 8 sur 9 en 2012. C'est vraiment... Et en 2016, 5 des 18 médailles en jeu en lutte. Putain, c'est énorme. Donc c'est vraiment quelque chose qui en plus grimpe de plus en plus. Le Caucase est en train littéralement c'est une marée quoi. C'est un takeover. Donc voilà. Et comme le résumait Abdurrahman Gitinovazov, qui est un sparring de Khabib. De toute façon, le plus important pour un combattant, c'est d'être ancré dans la lutte libre. T'en fais pendant 10 ou 12 ans et après, tu vas sur n'importe quel sport, le sambo, le judo, n'importe quoi, le MMA. Mais voilà, de toute façon, la base, c'est la lutte libre. Et c'est pourquoi ils ont du succès en MMA. Exactement, parce que par exemple, notre cher, Yoel Romero a quand même dit en interview que Makhachev était la capitale mondiale de la lutte. On parle de quelqu'un qui a remporté une médaille dans toutes les compétitions auxquelles il a participé en lutte, médaille d'argent au JO 2000, champion du monde également en lutte, et puis aujourd'hui, à 40 ans passés, est toujours dans le top 4 mondial de sa catégorie en MMA chez les middleweight. Et c'est donc ce gars-là qui vous dit, si vous voulez la lutte au plus haut niveau mondial, et qui est cubain, voilà. Si vous voulez de la lutte au plus haut niveau mondial, si vous voulez aller dans une pièce, rentrer dans 50 mètres carrés, et que tous les lutteurs soient des tueurs à gages qui pourraient mettre une probable... Alors ça c'est plus Yoel Romero, mais c'est un autre gars qui disait... Le mix des... Ouais, mais en tout cas, enfin, c'était dans un documentaire d'ailleurs qui est sur YouTube. De toute façon, on vous mettra les liens vers tous les documentaires. Dans la description, qui disait de toute façon, quand tu rentres dans une pièce, tous les lutteurs dans chaque catégorie de poids, généralement, ils ont le niveau pour être champion du monde en fait. C'est-à-dire que limite les sélections pour envoyer les lutteurs russes au championnat du monde, là c'est presque plus élevé le niveau que les championnats mondiaux eux-mêmes en fait. C'est vraiment un cluster de tueurs à gages. Et la raison pour laquelle c'est aussi important, et c'est là où finalement c'est cool qu'on l'ait en point d'orgue de tout ce qu'on vient de dire, c'est que en MMA, la lutte, c'est la clé de tout. Oui. Parce qu'en MMA, ça vous permet de dicter le combat. Exactement, parce qu'en MMA, t'as le combat debout, t'as la lutte, t'as les transitions, donc le clinch, etc. Et t'as le combat au sol. Chacun a sa spécialité. Tu peux être un kickboxer, boxeur thaï, lutteur, grappleur, tout ce que tu veux. Mais si tu veux dicter où ira le combat, t'es obligé d'être bon en lutte. C'est-à-dire que les lutteurs dagestanais, si jamais ils se retrouvent contre un combattant américain ou n'importe quoi qui est super bon en striking, c'est chaud. Il suffit de le mettre au sol. Et là, c'est comme disait Rickson Gracie, quand je fais du grappling avec quelqu'un, on est dans l'eau et c'est moi le requin, tu vois. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si t'es pas, entre guillemets, si tu te retrouves contre un spécialiste de jiu-jitsu brésilien, donc mettons un Jacare Souza ou un n'importe quoi qui est vraiment un mec, tu vas au sol avec lui, tu sais, un Ryan Hall, tu sais que tu vas probablement être extrêmement en danger, tu restes debout et tu l'empêches d'aller au sol parce que ta lutte défensive te permet de le faire. Donc en MMA, quand tu domines la lutte, généralement, t'as un énorme ticket là, t'as les 3/4 du poinçon qui est parti dans le ticket, tu vois. Alors c'est pas pour rien que la plupart des mecs qui trustent le top sont à chaque fois viennent de la lutte. D'ailleurs il y a pas si longtemps, c'est actuellement, je crois, le seul champion UFC à ne pas venir de la lutte, c'est Israël Adesanya. Chez les hommes. Stipe. Non, il vient à moitié de la lutte. Ouais. Après t'es obligé de tout faire, mais voilà, Stipe. Il n'a pas ce pédigré, on va dire, lutteur. Ouais. Et avant ça, c'était Robert Whittaker. Ouais. Donc, et d'ailleurs, ça serait intéressant de voir si, selon les catégories de poids, il y a ce genre de statistiques, plus ou moins lutteurs. Ce serait intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est pour finir sur ce documentaire, effectivement, en tout cas, je sais pas comment on appellerait ça, mais cette masterclass. Mais voilà, de toute façon, c'est un pays qui est ancré dans une tradition guerrière. La culture est une culture martiale, une culture masculine, une culture de combat où l'honneur, l'éducation est importante, où de toute façon tu te bats dans la rue, dans le gym, qui que tu sois depuis ta plus tendre enfance. En plus de ça, tu te bats et la culture du pays, le sport le plus important est le sport qui dicte là où va le combat dans le MMA. Et au final, ça fait des Khabib, ça fait des Islam Makhachev, ça fait des Magomed Sharipov, Abdul Rashid.
Abdul Rachid Sadoulaev. Sadoulaev, ça fait voilà, ça fait une génération de tueurs. Exactement. Bah voilà, je pense que c'est tout, petit point réclame. Si Ouais. vous avez apprécié... Nous ne sommes pas complets sur le sujet. En fait, on est complet. Je voulais simplement, je l'avais mis à la fin, à la toute fin de mon truc. Exhaustif. Je voudrais juste en fait finir par, alors c'est un principal d'école à Makashkala qui s'appelle, pour lui rendre ce qu'il lui est Laurence, dû. t'as été voir... Ouais, c'est ça, c'est mon tonton, qui s'appelle Arsène Saïtiev et qui a une citation qui m'a, ouais, mais oui, mais c'est ouf, tu vois, enfin, Comme quoi et qui disait n'importe qui réussit à faire quelque chose dans le sport développe sa confiance en lui. Il n'a plus rien à prouver à personne et il n'essaiera pas d'atteindre la gloire par des chemins négatifs. La plupart de ceux qui rejoignent des groupes clandestins sont des adolescents. À ce moment de leur vie, ils essaient de prouver quelque chose. Ils essaient de se prouver quelque chose, de le prouver aux autres. Enfin, voilà, c'est humain quand t'es jeune. À la place, ils peuvent trouver le sport et ne pas se laisser embarquer dans toute cette stupidité. Enfin, pour moi, on décrit pourquoi est-ce que les Dagestanais sont en train de complètement take over le sport, le MMA, etc. Mais juste du point de vue humain, enfin, pour moi, c'est l'essence même d'une vie réussie que de suivre des préceptes comme ça, tu vois. Donc voilà, ça vient d'un principal d'école à Makashkala. Ça veut vraiment vous dire à quel point c'est ancré dans les mentalités de tous là-bas, dans la culture. Et je m'arrête ici. La substantifique moelle du développe. Oh l'enfoiré! Il s'arrête maintenant la machine à café. Dommage. Bref, la substantifique moelle du dépassement de soi. Bien, mon cher Ross, si vous avez apprécié ce que nous venons de faire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner parce qu'on a un objectif 50 G's avant 31 décembre. Et on espère, si jamais ce documentaire-là est intemporel, que si jamais vous regardez ça dans 2 ans, on aura dépassé les 50 000. Donc voilà. Espérons. Et puis bien sûr, nous remercions nos chers sponsors, sponsors of the Last Word Podcast. Donc MyProtein, moins 40% sur tout MyProtein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et si vous appréciez ce t-shirt, eh bien, il est disponible sur notre site officiel, le shop La Sueur, lasueur.store. Les liens sont dans la description. Bref, à très très vite. Très très vite. Swear.